Bonsoir, merci de suivre la télévision nationale. Ça va être certainement l'actualité de toute la semaine, vous vous en doutez. Le président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement ont présenté vendredi 16 décembre leur programme d'action 2016-2021. Ce programme est intitulé Bénin révélé. Il vise à relancer le développement du pays. Il repose sur des réformes structurelles significatives et un volume d'investissement massif de 9 039 milliards de francs CFA. Consolidation de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance, transformation structurelle de l'économie, amélioration des conditions de vie des populations à travers 19 réformes institutionnelles, 45 projets phares. Voilà résumé le programme ambitieux de près de 90 pages format A4. Cela nous prendrait des semaines pour en parler. Ce soir, en 52 minutes, nous allons tenter de décrypter quelques-uns des projets phares dans les secteurs clés. Infrastructures, agricoles, cadre de vie, électricité, protection sociale et pourquoi pas les autres, ça dépendra du temps. Mes invités ce soir, Moïse Achille Oussou, macroéconomiste, chef du département suivi des projets au bureau d'analyse et d'investigation de la présidence de la République. Bonsoir, monsieur Oussou. Bonsoir, monsieur Marat. Monsieur Gustave Assa, le président de Social Watch. Bonsoir, monsieur Assa. Bonsoir, monsieur Marat. Et puis, l'habitué du plateau, pas plus que les autres, Francis Lalayet, expert en gouvernance. Bonsoir, monsieur Lalayet. Bonsoir, monsieur Marat. Je dois préciser aux téléspectateurs que nous avons invité également la coordination de l'Alliance FCBE qui a estimé qu'il lui fallait prendre encore un peu de temps pour s'imprégner du programme d'action du gouvernement avant toute réaction. On vient sur le plateau, plusieurs Béninois se sont déjà prononcés sur le programme d'action du gouvernement. Ils attendent la mise en œuvre dans le concret, mais j'ai envie de demander à M. Oussou, qui est de la présidence, est-ce que c'est une copie-collée du projet de société du candidat Patrice Talon? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, l'élection du 20 mars 2016 a consacré un pacte entre le président de la République et le peuple béninois sur la base de son programme, le Nouveau Départ. Naturellement, le programme du Nouveau Départ est vraiment la substance du programme d'action du gouvernement. Cependant, il convient de noter que dès le 6 avril, après la prestation de serment du président de la République, quelques heures après, un gouvernement a été mis en place. Et les orientations donc, du programme de Nouveau Départ ont permis de structurer ce gouvernement. Quelques jours après, le gouvernement a annoncé qu'il doit élaborer un programme d'action du gouvernement pour guider son action au cours du quinquennat. Et donc, le programme Nouveau Départ, si vous l'avez lu, permet sur chacun des secteurs de faire un diagnostic et de proposer des mesures. Et donc, sur la base de ce qui était donc dans ce document et du bilan à la prise de pouvoir, il a fallu donc approfondir certaines réflexions, il a fallu intégrer d'autres réalités pour mettre en place un processus participatif qui a valorisé les résultats de différents travaux antérieurs. Je dois rappeler que en matière de planification de développement, l'année 2015 a été une année charnière. C'était l'année de la fin des OMD. Et donc, c'est au cours du premier semestre 2016 que la plupart des rapports, évaluations OMD et les rapports qui concernent même dans ce processus des ODD et les souhaits des Béninois, une campagne a été faite pour recenser les besoins des Béninois dans le cadre des ODD. Tout cela a été pris en compte et justement le programme d'action du gouvernement a été élaboré avec les ministères sectoriels, avec l'implication et l'autorité du chef de l'État et tous les ministres. Nous avons eu un document dès le mois d'août. Ensuite, un séminaire gouvernemental a été organisé les 16 et 17 septembre et le processus a continué jusqu'à l'adoption du programme d'action du gouvernement le 26 octobre et ensuite
son lancement officiel le 16 décembre. Merci. Monsieur Assa, vous avez été convié au lancement du programme. Je l'ai dit en introduction, beaucoup de Béninois l'ont diversement apprécié. Beaucoup disent que c'est un programme ambitieux, d'autres attendent la mise en œuvre dans le concret avant de juger. La société civile le regarde comment, dans un contexte, je vais dire quand même assez difficile, de pauvreté. Quel est le regard sur le programme d'action du gouvernement? Je vous remercie. Je remercie également les téléspectateurs dans ce contexte particulier. Je crois qu'il y a une appréciation que nous avons faite. D'abord dans le contexte actuel où les yeux sont braqués sur qu'est-ce qu'il faut concrètement comme solution aux différentes situations que nous vivons, que les populations vivent. Il y a des cris à droite et à gauche. On se demande jusqu'à quand la délivrance. On se demande qu'est-ce que le gouvernement Talon a apporté. Quand est-ce que, n'est-ce pas, ça va sortir jusqu'au moment où lui-même, à Parakou, a dit ça va bientôt cuire. Vous aurez bientôt des solutions. Et la sortie de la dernière fois a été une sortie impressionnante. J'ai été bluffé, je vous assure. J'ai été impressionné. J'ai senti dans le format et dans le contenu une sortie assez impressionnante pour montrer aux Béninois que nous sommes là. Nous sommes préparés pour véritablement apporter une solution efficace et durable. C'est ce que j'ai compris. Parce qu'il m'a semblé, effectivement, dans ce format d'une communication assez performante, une communication assez haute, je dirais que le gouvernement de Patrice Talon, lui-même, avec un leadership absolu, avec son leadership et le charisme dans la démonstration de chacun de ses ministres pour montrer qu'effectivement, ce que nous sommes en train de préparer n'est pas facile, ce n'est pas une petite chose pour le peuple béninois. Et je crois qu'il y a à s'interroger effectivement sur la qualité, qui n'est plus à douter, c'est vrai, mais de la qualité, dans le contenu qui a été présenté avec une certaine maîtrise de ce contenu, je dirais, d'une gestion axée sur les résultats de développement, ça fait rêver. Et j'ai l'impression que nous sommes également, c'est comme si on était à un lancement, je ne dirais pas à une investiture bis du gouvernement Talon, avec une démonstration de force. Et ça convainc, ça rassure, ça permet aux Béninois de dire, ah si c'est ça, nous avons la matière, nous avons des choses sur lesquelles nous pouvons compter encore sur ce gouvernement. C'est déjà l'impression que nous avons sur ce lancement. Mais entre le lancement et la réalité, nous allons peut-être revenir sur ça tout de suite. Monsieur Laleye, est-ce que la présentation vous fait rêver comme Monsieur Assa? En tout cas, elle était destinée à faire rêver. J'ai entendu mon ami, le directeur de la communication gouvernementale, dire que le chef de l'État souhaitait que ça fasse rêver. Et je dis, si c'est ça, oui, mission accomplie. Non, manifestement, c'était une sorte de grand show médiatico-politique, parce que c'est quand même politique aussi, qui était destiné à frapper les esprits. C'était très bien fait, c'était très bien monté. Oui, donc ça, je pense qu'il faut rêver. Mais j'ai tendance à dire qu'il faut rêver en gardant quand même les pieds sur terre. Mais il faut rêver grand pour notre pays. Absolument. Mais ne pas se contenter de rêver, c'est-à-dire rêver, mais faire en sorte, par son attitude, par les changements qui s'imposent au niveau des mentalités, au niveau des comportements, faire en sorte de traduire nos rêves en réalité. Si on reste au stade de rêve, on n'aura rien fait de différent. Monsieur Ossou, j'ai regardé le programme, je ne peux pas être prétentieux et dire que je l'ai lu ligne par ligne, les 89 pages, mais j'ai constaté qu'il n'y a pas d'échéance, à moins que ce soit dans un document qui concerne les différents secteurs. Quand j'ai comparé à un programme d'action du général Mathieu Kérékou de 97, où on indique avec précision tel projet démarre à telle période et il va prendre fin à telle période. Merci, monsieur le journaliste. Ce qui a été distribué le vendredi, c'est juste la synthèse. Il convient de mentionner que les prochains jours, le document entier sera distribué sous version électronique téléchargeable par tout le monde. Également, ce document, en annexe de ce document, il y a deux autres fondamentaux. Il y a
un document que nous avons appelé les fiches de projets phares. Chacun des 45 projets phares a fait l'objet d'une fiche. Et justement, le processus de sortie du PAG a été un peu plus long parce qu'il fallait faire une préfaisabilité tout au moins de chacun de ces projets. Et pour chacune de ces fiches, nous avons les objectifs, nous avons la planification et pour n'importe lequel des projets, on a le coût estimé, la planification dans le temps, la date de démarrage précise. On a un document, on peut faire un zoom là-dessus. Techniquement, ce n'est pas possible. C'est pas possible, mais nous avons ce document qui sera rendu disponible également. D'accord. Et donc, pour n'importe lequel des projets, on a une planification. Je voudrais revenir sur l'intervention de M. Assa tout à l'heure et de M. Lallet pour dire que le programme que nous avons, c'est un programme ambitieux, mais dans le cadrage qui a été fait, c'est le minimum qu'on pouvait réaliser. Et je peux vous certifier que c'est un programme réaliste et réalisable. Quand vous dites réaliste, vous êtes en train de convaincre ceux qui estiment que 9 000 milliards, c'est peut-être... oui, nous n'allons pas traîner sur la question de milliards. Bien sûr. Mais c'est de voir les besoins de nos populations. C'est de voir nos priorités. C'est de voir également ce que nous pouvons mobiliser. Et notre pays est capable de délivrer cela. Et nous avons fait une planification sur 5 ans. La première année a été 2017. Je peux vous rassurer qu'il y a une cohérence parfaite entre 2017, ce qu'il y a au PAG, et le budget qui a été voté à l'Assemblée nationale. Nous travaillons sur une base transparente. Et c'est ça justement l'un des éléments qui ont conforté les députés à nous donner l'autorisation très aisément. La coïncidence est d'ailleurs étonnante. Non, le processus d'élaboration du PAG a démarré depuis le mois d'avril. Oui, vous l'avez dit. Mais à un moment donné, vous savez, le processus budgétaire aussi était en cours. Il serait très contradictoire de sortir 2 documents qui, pour la même année, ne disent pas les mêmes choses. Et le gouvernement a choisi la cohérence. Très bien. Monsieur Oussou, la pédagogie ne sera pas facile. Quand on a eu quelques échanges avant de venir sur le plateau, vous avez un autre regard. Mais je pense que les Béninois qui nous regardent ce soir veulent pas qu'on se focalise sur la littérature de diagnostic, qu'est-ce qu'on a constaté. Et si vous l'acceptez, je proposerais qu'on regarde quelques projets parmi les 45, qu'on regarde certains si le temps nous le permet. Et je voudrais commencer par ce que j'ai cru être quelque chose de vraiment novateur, la création d'une cité internationale de l'innovation et du savoir. Qu'est-ce que c'est? Ça va être financé comment? Ça va servir à quoi? Ça va coûter combien? Ça apporte quoi aux Béninois? Très bien. Je dois dire que... Je le dis parce que les infrastructures, le social, c'est déjà des choses qu'on a vues dans d'autres programmes, mais ça m'a paru particulièrement nouveau. Voilà. Le projet phare sur la cité internationale de l'innovation et du savoir nous permet de mettre en valeur un de nos atouts principaux au Bénin. Le Bénin, quartier latin de l'Afrique. Le Bénin qui produit des cadres intelligents, enseignants, dont les universités sont reconnues et qui peut utiliser cet atout pour justement promouvoir le savoir, promouvoir l'innovation, accueillir sur sa terre des universités de grande renommée, des centres de formation qui aujourd'hui permettent d'utiliser l'éducation comme étant un facteur de production. Nous voulons, et dans le PAG, je dois le rappeler, l'éducation a été traitée non pas comme secteur social, mais au rang des instruments sur lesquels se repose la transformation structurelle de l'économie béninoise. On veut pouvoir, à travers la CIS, mettre à la disposition du Bénin, de l'Afrique et du monde entier les forces, le capital humain dont on a besoin pour produire, dont on a besoin pour innover. Comment ça va impacter,
l'emploi des jeunes, par exemple? Justement, on a l'habitude de chanter inadéquation, formation, emploi. La CIS se positionnera pour former les jeunes, pour former la main-d'œuvre dont ont besoin les entreprises nationales, les entreprises de la région et à l'international. La CIS se positionnera pour mettre sur le marché national et international des acteurs qui pourront aller intervenir de par le monde. La CIS formera en français et en anglais, captera les universités les meilleures au monde et ici au Bénin, désormais, on pourrait non plus aller à Singapour ni à New York, mais on pourrait aller directement dans ces universités ici. La recherche-développement, vous savez, les milliers, les 45 projets phares et la centaine de sous-projets qu'il y a en dessous nécessitent un certain savoir, nécessitent le développement de partenariats avec les universités, avec les centres de recherche. La CIS apportera la réponse à cela. La CIS, dans les prochains jours, lancera un projet très très important qui nous permettra déjà pour l'ensemble des projets phares qui ont été identifiés de former la main-d'œuvre locale, de faire les mises à jour nécessaires pour que lorsque les projets hôteliers, par exemple, lorsque les projets d'infrastructure vont démarrer, qu'on puisse disposer déjà des ressources humaines aptes pour pouvoir aller répondre au marché. Sur chaque projet, ça va être la même démarche, vous faire réagir à ce qu'il dit. Est-ce que c'est clair dans votre tête, par exemple, ce projet innovateur, mais ceux qui nous écoutent pourraient penser que c'est de la littérature. Est-ce que c'est quelque chose de concret dans l'analyse de l'expert en gouvernance? Je dirais pas suffisamment encore, simplement parce que je n'ai pas encore suffisamment d'informations dessus. Je vais me documenter, lire, mais c'est clair que c'est un projet qui me paraît absolument nécessaire. C'est un projet qui me paraît à notre portée. Simplement parce que je sais que le Béninois est reconnu partout dans le monde. Vous prenez n'importe quel pays au monde, le Béninois est reconnu pour sa tête, pour son intelligence. Et mon père à son âme, avait l'habitude de dire, mais c'est terrible ce pays-là, le Béninois est bon, mais le Béninois ne profite qu'aux autres. La CIS est justement le genre de projet qui peut faire en sorte que le Béninois puisse profiter à son pays. Et comme nous avons justement ce capital-là, le capital humain, nous avons ce facteur tête-là, c'est une excellente chose, je pense, un peu comme la Silicon Valley sous d'autres cieux, de faire en sorte de le mettre en musique, de faire en sorte de le capitaliser, de faire en sorte de le promouvoir pour laisser libre quoi à l'innovation, libre quoi à la science. J'espère fortement, s'il y a un projet personnellement auquel je suis peut-être plus sensible que les autres, auquel je tiendrai plus que les autres, c'est celui-là. Mais Monsieur Assa, comme il le dit, comment le mettre en musique? Est-ce que vous n'avez pas d'interrogation par rapport à ce projet qui me paraît plus philosophique que dans le concret? Je pense que le caractère innovant de ce projet attire notre attention. Et je pense, comme ils sont en train de le dire, qu'il est important qu'on puisse mettre en musique. Parce que dans cette innovation, tout n'est pas nouveau. Tout n'est pas absent au Bénin. Comment mettre en musique ceux qui savent faire quelque chose déjà et qui sont au Bénin, qui ont la capacité, qui ont la volonté, qui ont les instruments, qui ont les atouts? Comment conjuguer ces efforts? Comment mettre l'accent sur, je dirais, la technicité, la performance, je dirais, ceux qui sont déjà investis à faire quelque chose, qui ont des relations un peu partout? Comment conjuguer les efforts? Je crois qu'au niveau du bureau d'analyse pour les investigations, il est lancé un appel aussi pour que ceux qui savent faire quelque chose puissent s'inscrire et qu'il faut rentrer dans la démarche. Il ne faut pas attendre qu'on vous invite, il faut même vous faire inviter à cette présence de cette innovation pour qu'on conjugue. Ce dont on a simplement peur, c'est que cela profite à certains et qu'à d'autres, qu'on soit obligé de demander, mais finalement, moi je sais faire ça. Ils laissent tout ceci, ils vont créer autre chose. C'est notre crainte. Est-ce qu'il y a une dimension de cette innovation qui, aujourd'hui, lorsqu'on prend certaines entreprises, lorsqu'on prend certains Béninois, sont déjà dans une volonté manifeste de donner quelque chose, de donner une solution au peuple béninois,
par rapport à ça, je crois qu'il faut, dans une approche inclusive et participative, mettre en relation tout cela pour qu'on puisse bénéficier effectivement de ça. Ce qui est très important pour nous et qui nous impressionne davantage, c'est qu'en réalité, on a besoin de positionner des Béninois dans les chantiers internationaux. Et cela pourrait véritablement apporter une solution dans l'identification, dans la mise en œuvre, mais surtout dans le positionnement des Béninois qui savent faire quelque chose pour qu'on puisse dire, effectivement, voici des têtes béninoises bien faites pour apporter une contribution au développement du monde entier. Monsieur Laleye, vous voulez apporter un complément? Oui, je voulais ajouter une chose. Je croise tout le temps, soit des amis, mais le plus souvent même des gens que je ne connais pas, mais qui ont développé des capacités fantastiques en matière informatique, par exemple. Des gens qui pensent les problèmes électoraux en matière d'organisation Bénin, et qui disent, mais voilà, vous avez telle chose, avec ça, vous pouvez avoir vos résultats, par exemple, en un temps record. Vous croisez des gens qui ont développé des capacités en matière d'enseignement, en matière de gestion des programmes d'enseignement. Vous croisez des gens qui ont développé des capacités. Bon, tout le monde connaît l'histoire du monsieur qui a développé, qui avait créé sa propre radio à Ekpé, je crois. Voilà. Il y a plein de Béninois anonymes qui ont des talents extraordinaires. Et je pense qu'une cité comme celle-là peut être justement le cadre idéal pour regrouper ces talents-là, pour leur donner le petit soutien. Ce pas des gens qui ont besoin de milliards. C'est des gens qui ont besoin d'un peu d'argent parfois, ou d'un peu de logistique, ou d'un peu de matériel pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Et je vous assure qu'il y a plusieurs. Je connais des gens qui ont développé des choses ici parce qu'ils se heurtaient à des murs tout le temps. Ils sont allés vendre leur talent qui en Côte d'Ivoire, qui au Burkina Faso, qui au Tchad, qui au Ghana, etc. Mais quand ça va là-bas, on ne dira jamais que c'est venu du Bénin. La diaspora pourrait peut-être... Non, justement, oui. Je pense que c'est toute la logique de la CIS. Et je me réjouis que mes vis-à-vis comprennent bien et développent. Autant je suis très séduit par cela. C'est pour ça qu'au niveau de la CIS, on a 3 pôles. Il y a le pôle enseignement supérieur, il y a le pôle recherche et il y a le pôle incubation. Qu'est-ce que ça veut dire, incubation? L'incubation, c'est le cadre où nous pourrions mettre en condition les gens dont parle M. Laleye et qui ont des idées, qui ont démarré quelque chose, on les met dans les conditions pour éclore leur talent et on les accompagne jusqu'à la production. Je vous l'avais dit quand on échangeait, on ne veut pas ravir la vedette aux acteurs sectoriels, mais dites-nous, ça va démarrer quand? Les travaux d'aménagement du site qui doit accueillir la CIS démarrent en 2017. Et parallèlement, il y a un ensemble d'activités soft, je vais dire non matériels, qui ont déjà démarré aujourd'hui. Et j'ai annoncé tantôt que la CIS mettra en place des outils de formation pour pouvoir préparer la main-d'œuvre locale aux différents chantiers. Nous avons déjà un vaste réseau de partenariats. Ma collègue qui s'occupe donc de la CIS, le moment venu, pourrait donner suffisamment de détails. Mais nous avons des sommités béninoises du monde de la recherche qui sont dans les grandes universités du monde, qui sont là en train de travailler sur ce concept avec nous. Je veux citer le professeur Wantiekon, qui est dans le comité de pilotage donc de cette cité internationale de l'innovation et du savoir. Vous parliez tantôt des acteurs de l'éducation, le milieu universitaire béninois. Justement, ils sont nos partenaires. Et ce que nous voulons désormais, c'est qu'il n'y ait pas des universités dans toutes les rues, parce que quand on parle d'une université, il y a un minimum d'infrastructures. Et donc ceux qui sont également dans le métier aujourd'hui et qui sont au Bénin, justement, on leur offrira le cadre nécessaire, les infrastructures nécessaires, toutes les facilités nécessaires pour exercer dans les meilleures conditions. Et nous voulons, justement, au niveau de la CIS, que tout soit orienté développement durable.
Et en son temps, nous donnerons tous les détails nécessaires sur Très ce bien. projet. Nous avons au total 9 secteurs. On est en train de parler que d'un seul. En tout cas, on tiendra compte du temps. C'est le temps qui va orienter l'émission. Avec votre permission, je pourrais passer aux infrastructures. Et j'ai lu dans le programme qu'il y aura un nouvel aéroport à Glo-Djigbe. J'ai l'impression que c'est du déjà entendu. Vous allez me démentir peut-être. Modernisation et l'extension du port, le réaménagement de l'axe routier autour du port et surtout le contournement de Cotonou. Quand les Béninois entendent ça, particulièrement les Cotonois, avec les bouchons tous les soirs, ils se disent quelque chose va peut-être se passer. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que ce qui est écrit là, c'est quelque chose de nouveau et que ça pourra se faire? L'aéroport de Glo-Djigbe. Je n'ai pas lu le document, mais je sais que l'aéroport de Glo-Djigbe est un vieux projet et le contournement nord de Cotonou est un vieux projet. J'ai eu l'occasion de... Donc, ce n'est pas fondamentalement nouveau, ça. Non, ce n'est pas nouveau, mais c'est des projets qu'il faut enfin concrétiser. La question, c'est comment on les concrétise, enfin. Voilà, comment... Bon, ça je ne suis pas le mieux oui, placé pour dire comment, mais dire. je crois et j'espère fortement que ces projets vont enfin voir le jour. Le projet de contournement nord, quand j'en ai eu connaissance il y a peut-être un peu plus de... à peu près 15 ans maintenant, et qui existait déjà dans les tiroirs, est un projet fabuleux qui peut régler énormément de problèmes, les problèmes d'assainissement par exemple, les problèmes de circulation. C'est un projet fantastique, mais qui demande un financement énorme. Et c'est ce financement, c'est justement la taille de ce financement qui fait que des bailleurs de fonds qui y avaient été intéressés reculaient un peu parce qu'ils se disaient, bon, on ne peut pas y aller seul, il faut que nous soyons plusieurs à y aller et peut-être qu'il aurait fallu plus de coordination entre eux et peut-être aussi plus d'impulsion de la part de la partie nationale pour que ça voie le jour. Donc je me réjouis que ça fasse partie des projets prioritaires aujourd'hui, mais il faut vraiment maintenant pouvoir mettre ce projet-là en œuvre. Pareil pour l'aéroport de Glo-Djigbe. Il est temps qu'on en sorte. On parle d'aéroport depuis je ne sais combien d'années. Le Togo, notre voisin, s'est mis à en parler il n'y a pas longtemps et il a un petit aéroport. Il n'est pas très grand si vous le comparez à l'aéroport de Dakar peut-être ou à l'aéroport d'Abidjan, mais il est tout aussi moderne. Il est hyper moderne. Et je crois que dans ce domaine, on n'invente pas grand-chose. En matière, vous voulez construire un aéroport aujourd'hui, il y a des standards reconnus, il y a des spécialistes pour le faire. Si vous mettez à leur disposition les moyens, vous réglez les problèmes de moyens, d'espace et tout, les gens peuvent le faire. C'est un peu standardisé aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que ces projets-là vont voir le jour et vraiment vont pouvoir se concrétiser. Monsieur Assa, qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci c'est la bonne? Je pense qu'il y a une bonne différence dans la présentation de ce projet. Je crois qu'ils ont très bien été clairs. Ils ont été clairs. En fait, c'est sur la base d'un diagnostic. Pour moi, le diagnostic, c'est... je crois que... Mais tous les gouvernements qui l'ont annoncé ont fait des diagnostics, je suppose. Oui, ici, la différence, c'est qu'il y a des projets qui étaient là, qui étaient en souffrance. Peut-être parce que c'est la malgouvernance, peut-être parce que ce n'est pas bien fichu, peut-être parce qu'on n'a pas bien exploré les espaces où on peut trouver des financements pour le faire. Et je dis, la valeur ajoutée de ce programme, tout de suite, c'est qu'on puisse réduire le gap entre les promesses, entre la théorie et la pratique. Qu'on puisse dire, visiblement aujourd'hui, nous avons ce qu'il faut. Le président, en parlant chaque fois, disait, je m'engage. C'est pourquoi il disait qu'on se sentait déjà comme à l'investiture où il s'engage et il promet, il demande qu'on lui fasse confiance. On lui fera certainement confiance sur cette base-là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est en fait le volet social. Toute la main-d'œuvre que cela peut engendrer. Vous voyez, quand on lance l'aéroport, quand on lance ces infrastructures, quand on lance les contournements, ça va être une main-d'œuvre suffisante. Quand ce projet annonce qu'en 5 ans, on pourrait engager près de 500 000 emplois, c'est un projet important. Ce dont nous avons peur dans tout ceci, quand on parle d'infrastructure, c'est la gouvernance,
c'est la gouvernance des entreprises, c'est la gouvernance des marchés publics. Et là encore, ce qui a plombé quand on parlait de l'aéroport, c'est des questions de malgouvernance dans ce sens-là. Et si ça n'a pas pris, c'est parce que justement, il y avait des pots de main qui étaient réclamés, il y avait des situations qu'on ne pouvait pas régler. Ce gouvernement, avec sa rigueur, avec la possibilité d'insister pour qu'on ait la bonne gouvernance, la gouvernance des marchés publics, parce qu'en réalité, les promesses sont là, les vertus sont là. Pour qu'on inscrive ça dans une vision mobilisatrice de l'avenir, il faut qu'on travaille à cette bonne gouvernance-là. Et là, ça nous rassure. Et ça peut aussi nous mettre à l'abri. Nous sommes dans un aéroport d'une chambre à coucher, un salon. On rêve d'avoir du beau dans notre pays. On veut sentir, effectivement, comme il a dit, l'espace du Togo est tout près là. Je ne veux pas parler des autres pays européens. Vous descendez à un aéroport, vous avez l'impression que vous descendez en même temps, vous sortez en même temps immédiatement. Il n'y a rien de beau, d'extraordinaire dans notre aéroport. Le contournement, ça va régler beaucoup de problèmes. Je vous assure. Combien de Béninois sont fâchés chaque matin et tous les soirs pour venir ici? Moi, je viens de Calavicota. Je suis parmi ceux qui sont heureux que ce contournement permette que j'aille vite à la maison, par exemple. Je passe une heure de temps. Même le week-end, à venir de Calavi à Cotonou, ici, c'est un péché. Je pense que désormais, nous avons le droit d'espérer que ça se passe. Et donc que ça se passe bien. Je dis bien que ça se passe bien, en dehors de toute possibilité de, comment on appelle, de la malgouvernance, que les Béninois aussi se disent, ça y est, c'est le moment de compter sur ce gouvernement pour pouvoir le faire, que le gouvernement ne nous déçoive pas aussi. Monsieur Lallet va réagir avant que je vous donne la parole, parce que vous aurez plus de temps. C'est à vous de rassurer les Béninois. Mon voisin de droite a le don de... C'est pas nouveau d'ailleurs. Il a le don de m'inspirer quand il parle. Non, je voulais ajouter une chose, parce que par rapport, j'ai perçu un autre aspect de votre question quand vous la lui avez reposée. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de faire le diagnostic, mais j'imagine, et je connais quand même bien M. Oussou, qu'on a tenu compte de ce qui a fait échouer les meilleures intentions par le passé. Ce n'est pas le premier gouvernement qui a de belles, même de très belles intentions. Mais qu'est-ce qui a fait échouer les il y a beaucoup de choses. Il y a notre administration, qui n'est pas une administration de développement, par exemple. Il y a la corruption. Absolument. Et pire que la corruption, il y a l'impunité. La corruption, vous ne pouvez pas complètement l'éradiquer. Mais si vous laissez faire l'impunité, forcément, vous installez la corruption dans un fauteuil. Donc, il y a ces choses-là, il y a les questions de choix. Donc, je pense que j'imagine que je n'arrive pas à imaginer qu'un tel travail ait pu être fait sans qu'on ait tenu compte. Ce que je veux dire, c'est simplement que les choses qui ont rendu ces projets, ces intentions irréalisables hier, qui ont empêché ces belles intentions de se concrétiser, sont toujours là et peuvent avoir la même capacité de nuisance, le même effet aujourd'hui. Et donc, il faut y prendre garde, simplement. L'autre chose, c'est que, et ça, c'est un élément d'espoir, quand je vois des gens comme ABT, comme on l'appelle, qui entoure le président, je vois des gens comme Koupaki, les deux ministres d'État et le président lui-même, il y en a certainement d'autres. Je sais que c'est des gens dont la méthode, l'organisation sont des points forts. La méthode, l'organisation, c'est des choses qui ont souvent manqué. Monsieur Oussou. Et M. Oussou est un spécialiste dans ce domaine. C'est à lui de nous rassurer, M. Oussou. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, les projets annoncés sont réalisables? Nouvel aéroport de Glodjipé, contournement de Cotonou, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas citées. L'extension du réseau routier de 1362 km. Merci, monsieur le journaliste. Il faut d'abord dire que en 52 minutes, on ne peut pas parcourir les projets. C'est pas possible. Ça, j'ai été clair. Alors, et l'organisation qui est mise en place, c'est que, tenant compte des contraintes à la mise en œuvre des projets dans notre pays, l'approche de mise en œuvre a consisté à mettre en place des agences d'exécution autonomes. Des agences? Des agences d'exécution autonomes. Et pour chacun des chantiers phares, il y a eu des regroupements par secteur. Je peux vous en citer quelques-uns. Nous avons
les projets du tourisme. Nous en avons 6 essentiellement. Pour mettre en œuvre ces projets, il y a une agence nationale du patrimoine et du tourisme qui est déjà mise en place. Le parc de Pandjari, la cité Le parc de Pandjari, la cité de Ganvier, Pola Bomé, Porto-Novo, exactement, le tourisme premium Tata Assomba, station balnéaire. exactement, on a une agence. Et l'agence a une équipe dirigeante, a un conseil d'administration et travaille. Et dans une agence, on a les compétences. Cette agence est faite de qui? C'est des privés? C'est là que j'en viens. D'accord. L'agence est faite de compétences qu'il faut pour animer et exécuter les différents projets. Et quand nous parlons de compétences, ce sont les compétences nationales et internationales. Nous allons partout dans le monde chercher ceux qui peuvent aider, ceux qui savent. Il n'y a pas de la complaisance à avoir à ce niveau. Et c'est justement dans ce cadre que, au lancement du PAG, nous avons lancé une plateforme qui s'appelle Compétences, où nous avons demandé au monde entier, ceux qui veulent accompagner la mise en œuvre donc, de ce chantier, de s'inscrire et d'offrir leurs compétences. Dès avril, le président de la République a fait un appel à compétences. Le message n'avait pas été bien compris. C'était par anticipation, grand chantier qui arrive, de mettre l'accent sur le fait que, excusez-moi, Oui. de mettre l'accent sur le fait que nous avons besoin de compétences pointues pour exécuter ces projets. Et donc l'agence du cadre de vie est déjà mise en place. Et l'agence du tourisme. Si je prends par exemple le cadre de vie qui a une dizaine de projets pour améliorer notre cadre de vie. Aménagement de la lagune de Cotonou. Voilà, et 20 000 logements, assainissement de Cotonou, et berge lagunaire de Cotonou. Je n'ai pas envie de vous arrêter, mais quand vous me dites, vous avez dit 20 000 logements, c'est ça? 20 000 logements socio-économiques. Mais les logements socio-économiques, c'est un mauvais souvenir. On en a dans nos départements qui sont dans les herbes quand vous annoncez ça. Alors, écoutez, ces projets ont été mal montés, mal exécutés, et c'est une incongruité. Le Bénin ne mérite pas ça. C'est pour cela que, là, nous avons monté un projet qui prenne en compte les besoins des Béninois, leur capacité de paiement et leur habitude. Il est impensable pour quelqu'un qui est à Calavi aujourd'hui d'aller mettre des bâtiments à Ouedo sans des infrastructures d'accès. Le gouvernement s'engage à délivrer 5 000 logements par an de 2017 à 2021, mais en mettant un modèle économique viable derrière qui permette donc de construire ces logements, de les mettre à la disposition à travers une société d'économie mixte, de les mettre à la disposition donc des citoyens à des prix acceptables, mais avec une forte subvention de l'État sous la forme de bonification de taux d'intérêt, sous la forme donc de prise en charge de tout ce qui grève le coût du financement, de sorte que, à terme, le crédit qui sera nécessaire pour acquérir ces logements ne dépasse pas les 1% pour le bénéficiaire. C'est extraordinaire. Et l'agence qui doit le faire est déjà en place. Je reviens sur l'organisation pour assurer la mise en œuvre donc, des projets, pour dire que pour chacun de ces chantiers, que ce soit l'agriculture, les infrastructures, le numérique et le cadre de vie et la protection sociale, l'énergie, nous avons des agents d'exécution. Ces agences exécutent, mobilisent. Les ressources qui sont mobilisées par l'État sont exécutées à ce niveau. On a le bureau d'analyse et d'investigation de la présidence. Et parlant de la mobilisation des ressources, c'est encore le privé qui... C'est le privé. On a dit à hauteur de 71%, si je ne m'abuse. Vous savez, le programme d'action du gouvernement a précisé clairement que nous ne voulons pas faire des mélanges du genre. Le rôle de l'État restera dans son rôle. Le privé restera dans son rôle. Et dans ce cadre, le souhait du gouvernement, c'est que le secteur privé soit positionné
prioritairement sur tous les projets à caractère économique. Ils en ont les moyens. Et nous voulons profiter donc de ces financements privés pour aller vite. Et donc, les discussions qui sont en cours permettent, pour la plupart donc des projets qui sont là, des partenaires sont identifiés déjà, des discussions sont en cours. Nous avons une loi sur le partenariat public-privé, les décrets d'application ont été pris, les cellules sont en cours d'être mises en place et tout cela participera à l'accélération donc de la mobilisation donc des ressources du privé pour la plupart de ces projets. Qu'est-ce que vous pensez, vous allez poursuivre tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez de la mise en place de ces fameuses, pardonnez-moi le terme, ces agences d'exécution autonomes? Je pense que c'est une chose importante quand on parle des agences d'exécution autonomes. Je pense qu'on va vers la qualité, on va vers la rigueur, on va vers la mise en œuvre efficace et efficiente, certainement, mais ça pose un problème. Lequel des problèmes nous avons soulevé la dernière fois, c'est qu'en réalité, ces agences-là, est-ce que ce ne sont pas des structures bis qui vont peut-être être en compétition avec les cadres ministériels qui sont quand même dans leur rôle, puisque c'est un programme d'action du gouvernement. Comment est-ce qu'on ne mettrait pas les cadres du ministère qui ont quand même à exécuter aussi des projets? Comment ça va se faire? Et là, nous nous demandons, est-ce que c'est utile tout de suite d'engager? Parce que là encore, plus on a d'agences, plus ça va engendrer assez de ressources qui seront en contradiction, pas en contradiction, mais certainement en concurrence, j'allais dire, avec l'efficience de la plupart de ces projets. Le deuxième niveau, c'est quand on parle de ces sectoriels, il faut vraiment les mettre à contribution. Le chantier compétences, en réalité. Lorsque vous parlez de chantier compétences, vous dites il en faut au plan national, il en faut au plan international. C'est une bonne chose. Et qu'il en faut de pointus. Je crois qu'on ne va pas se servir de ce couloir-là pour que les pointus nationaux ne soient pas mis à contribution. Lorsque le chef d'État parlait de ça, il a dit « J'espère que les nationaux auront les compétences nécessaires afin de contribuer efficacement et durablement. » Je voudrais qu'on fasse véritablement une option pour l'utilisation des ressources au niveau local. Qu'on fasse l'option. Est-ce que je peux terminer? Juste un centimètre encore pour finir, si vous le voulez bien. Oui. Alors, je pense qu'il y a aussi un élément important quand on parle des logements. Vous avez mis l'accent sur la capacité de paiement. Quand le directeur chargé donc de l'exécution de ces différents niveaux expliquait, il disait qu'il était possible que les remboursements puissent aller autour de 100-150 000 par mois. Sur 20 ans. Sur 20 ans. Oui. Et par mois. Vous avez bien fait de finir vers la fin en disant que le caractère économique est assuré, mais le caractère social n'est pas assuré. Combien de Béninois peuvent dégager 150 000 francs de leur salaire par mois? 150 000 francs de leur salaire. Non, j'imagine que dans ce projet, il y a la possibilité d'agir sur la grille salariale des Béninois. Parce que si ce programme est si alléchant, mais nous restons à un niveau de vie qui ne nous permette pas à la fois de nous loger, de nous nourrir, de nous sécuriser, etc., d'assurer l'éducation, et qu'on soit en mesure de dire, je veux me loger à 150 000 francs par mois parce qu'après 20 ans, je deviendrai propriétaire de ce logement, les Béninois vont se dire, mais moi, quel est mon niveau de salaire? C'est ça. Et je pense il y a des logements qui sont cédés à moins de 100 000 francs par mois durant une bonne période, mais qui sont encore pas pris par les Béninois. Monsieur Laleye, ou... Que l'ambition des Béninois, des travailleurs béninois aussi, soit qu'après 5 ans, qu'on ait un niveau salarial appréciable pour qu'on puisse bénéficier de ça. Vous voulez réagir Je préfère qu'il réponde à ces aspects. Oui. Merci. Le coût du logement, les agences vous n'avez peut-être pas retenu que le calcul qui a permis d'obtenir une mensualité entre 100 et 150 000 est fait sur la base d'un logement moderne qui coûterait entre 20 et 25 millions. Il y a combien de Béninois qui peuvent aspirer à ça? C'est ce type de cadre de vie que nous voulons pour les Béninois. Oui, entre vouloir pour les Béninois et la capacité des Béninois. Je vous dis ce qui se passe aujourd'hui. Savez-vous que les banques du Bénin aujourd'hui accordent des crédits aux agents permanents de l'État sur la base des primes
qu'obtiennent les agents permanents de l'État. Qui sont en train d'être supprimés déjà aussi. Non, justement. C'est un autre dossier. L'idée, c'est de travailler à avoir un revenu permanent consistant. Tout à fait, tout à fait. Et donc, sur la base d'un revenu permanent consistant, on peut aller au crédit sans hésiter. Et justement, aujourd'hui, un jeune couple au Bénin, autour de Cotonou, vous savez déjà, les gens payent dans des 2 chambres, un salon. Mais vous pensez à Cotonou, le Bénin, c'est pas... Non, laissez-moi finir, monsieur le journaliste. C'est très important. Ils payent déjà en location 75 000. 75, 80 000. 80 000. Et ils n'ont pas un niveau de salaire consistant. Déjà. Absolument. OK. Donc, ils ont ce niveau de revenu-là, déjà. Alors, si on permet aux Béninois, OK, en faisant un petit effort, OK, d'accéder immédiatement à son logement, et il jour zéro. Et il passe à 75 000, 100 000. Et dans une modalité de location-vente conviviale, où il a toutes les infrastructures. Vous avez parlé de Calavi. Absolument. Vous allez dans les ménages, vous avez laissez-moi finir s'il vous plaît. Vous avez une, 2 voitures, parce que les écoles des enfants sont à Cotonou. Lorsque désormais, c'est plus cher, lorsque désormais vous serez dans une cité, et que l'école est à côté, l'infirmerie est à côté, le supermarché est à côté, et que cela vous réduit les coûts de transport, cela vous réduit le gardiennage de vos enfants, quoi de plus normal? Et donc, on veut à travers ce type de projet réaliser au centre-ville et dans les 30 villes que couvre le projet Ville durable, justement les logements. Et les conditions seront étudiées au cas par cas. C'est la question que j'allais vous poser, parce que l'enseignant qui est à Tukuntuna... Nous serons amenés à construire, L'enseignant qui est à Tukuntuna, qui est à Materi, qui a besoin d'un logement aussi. Ce ne serait pas à 30 millions, M. Marat. D'accord. Okay. L'enseignant... Mais l'expérience a été déjà faite, et je vous dis qu'il y a des logements dans toutes ces brousses qui sont envahies par la... Ces logements n'ont pas été construits en prenant en compte les besoins réels des Béninois. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que, parallèlement à ce programme alléchant, très intéressant, que l'on envisage... On sent que la question de l'habitat préoccupe beaucoup que l'on envisage augmenter la grille salariale des Béninois, parce que vous et moi, vous êtes allés peut-être dans les pays développés, vous avez fait un tour dans les vitrines, et vous voyez, il y a trop de choses qui sont très bien, qui vous plaisent, mais parce que ce que vous avez en poche ne vous permet pas d'accéder à ça. On risque de faire un programme pour des Béninois, et les Béninois peuvent ne pas bénéficier de ça. Je vous dis que donnons-nous les moyens. Nous donnerons les moyens. Merci beaucoup. Les réformes permettront donc de stabiliser les revenus. Tout à fait. Okay, et d'intégrer aujourd'hui dans les salaires des Béninois tout ce qui concerne les produits divers non enregistrés qui ne leur permettent pas d'accéder au crédit. Monsieur Oussou, on nous annonce qu'il reste 2 minutes. Je veux quand même qu'on dise... Oui, il reste 2 minutes. 52 minutes, c'est vite passé. Je veux quand même qu'on dise un petit mot sur l'énergie, en l'occurrence l'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui va être fait? Non, je ne voudrais pas quitter ce plateau en vous demandant, sans vous demander que vous nous offrez l'opportunité que chacun des chantiers du gouvernement fasse l'objet de développement. C'est promis. Parce que nous allons donner les fiches de projet et donner tous les détails liés à ça. Aujourd'hui, c'est une introduction. Nous reviendrons sur chacun des projets. Alors, en matière d'énergie... Je ne parle sous le contrôle de mes patrons, mais on devrait le faire. En matière d'énergie, la stratégie du gouvernement a été en 2 axes. Régler les problèmes immédiats. À court terme, les problèmes d'urgence. Et vous le sentez déjà. Les problèmes d'urgence, c'est les coupures. Les coupures, le délestage et tout ça. On nous avait dit qu'en octobre, il n'y en aurait plus. Non, décembre. Et vous avez suivi. On est en décembre. Vous avez suivi le 16 décembre, le ministre a rappelé qu'une capacité totale de 150 MW est en cours d'installation à Maria Gleta. Amenez votre caméra et le 31 décembre, par la grâce de Dieu, ce serait derrière nous. Très bien, monsieur Lalaye. Ensuite, la deuxième dimension, c'est tout ce qui a été déjà engagé. Mobilisation du secteur privé pour que nous disposions d'environ 240 MW
Le 1er janvier 2019, le chef de l'État l'a 9 dit, ou 17 le 1er janvier 2019. 2019. Parce que 2017 ou 2019, c'est ce qu'il le demande. 1er janvier 2019, Il est précis. D'accord. ok, 1er janvier 2019, nous aurions fini tout ce qui concerne la capacité nécessaire pour régler les problèmes énergétiques dans ce pays. Et tous les contacts, les dossiers sont assez avancés. Nous serons autonomes, Très bien. en tenant en compte également le mix énergétique qui a été l'option du gouvernement. Donc je peux vous rassurer, le ministre sectoriel viendra donner tous les détails qu'il faut et nous voulons avoir l'opportunité de donner tous les détails. Dans l'agriculture, dans le numérique, dans l'eau potable, il y a possibilité d'aller et de réaliser Il y ce aura sans doute d'autres plateaux pour les différents secteurs. Il était prétentieux de penser qu'en 52 minutes, on allait épuiser tout le programme de combien, 45 projets, c'est pas possible. Monsieur Laleye, on va faire un dernier tour de table de l'émission. Malheureusement, le temps est vite parti et on va nous couper votre mot de conclusion. Que ces projets puissent voir le jour. Je crois que personne n'a intérêt à ce que ça échoue. En revanche, je dirais il faut réellement, comme le disait le ministre d'État Koupaki, que ça soit impunité zéro. Si l'impunité perdure, c'est suicidaire pour tout ce qu'on a dit. Il faut effectivement que ceux qui sont devant puissent donner l'exemple. Nous avons, et moi c'est ce qui m'a le plus impressionné dans la présentation du PAG, du PAG, ça a été, je dirais, la constellation de talents. Le président a réussi, est en train de s'entourer, Monsieur Oussou que je vois, que je découvre en service justement dans son entourage, me confirme dans cette idée-là. J'ai été impressionné, pas tellement par les ministres. Les ministres, on les connaît, c'est peut-être inégal de l'un à l'autre, mais par les directeurs d'agence. J'ai été vraiment impressionné par les directeurs d'agence, les quelques-uns qui se sont, j'allais dire, produits sur cette scène-là gouvernementale la dernière fois. Il y a du talent, il y a de la compétence, donc il faut impunité zéro. Vraiment, donc, ne pas laisser la corruption s'installer et surtout faire en sorte que les gens aient toujours ce sentiment de justice. Dès que les gens ont le sentiment que toutes ces choses-là, en réalité, ne profitent qu'à quelques-uns, ça aussi, c'est suicidaire. Monsieur Assa, votre Merci beaucoup. conclusion. Je crois que le document précisait que l'urgence, c'est donc aux réformes, à la restructuration, à la reconstitution du tissu social. Pour moi, le tissu social à reconstituer est une chose importante et il faudrait, à cet effet, qu'on mette des bouchées doubles pour y parvenir, afin que aussi nous puissions constater que l'impunité zéro, la corruption est bannie complètement, la malgouvernance ne puisse pas empêcher de pouvoir impacter le plus grand nombre des Béninoises et des Béninois pour que nous soyons à ce point capables de grandes œuvres et de bonnes œuvres pour le Bénin aussi. Monsieur Oussou, en une minute. Merci. Le PAG attaque simultanément le côté économique, les réformes, mais aussi le côté social. Nous n'en avons pas parlé ce soir. Mais je voudrais dire que nous méritons au Bénin d'avoir du bon, du beau et du bien. L'opportunité nous est offerte. Et avec cette ambition et la mobilisation de tous les acteurs, nous pourrions y arriver. Nous y croyons. Et c'est ça qui fait que nous sommes là. Et le chef de l'État, il est très motivé. On a senti ça. Et c'est une équipe qui travaille. Vous l'avez senti dans la présentation. Et nous voudrions, avec la société civile, avec tous les intervenants, suivre cette feuille de route. Et donc, nous comptons sur chacun de vous et nous voudrions faire l'appel à toutes les compétences de rejoindre le programme d'action du gouvernement. Et donc, la feuille de route qui est tracée nous permettra
chaque fois donc de faire l'évaluation et d'améliorer les choses. Merci, J'y crois. Monsieur Oussou, merci infiniment. Je l'ai dit en introduction, il est impossible en 52 minutes d'aborder tout le programme d'action et je peux vous assurer que la télévision nationale va accompagner le mouvement en réalisant des magazines et d'autres plateaux pour continuer à débattre des autres secteurs, tourisme, énergie, eau potable, protection sociale. On reviendra sur tous les projets majeurs de ce programme d'action. Merci encore une fois, merci à ceux qui sont restés de bout en bout pour nous suivre. J'avais comme invité ce soir pour décrypter le programme d'action du gouvernement M. Moïse Achille Oussou, macroéconomiste, chef du département suivi des projets au bureau d'analyse et d'investigation de la présidence de la République, Gustave Assar, le président de Social Watch, et M. Francis Laleyet, expert en gouvernance. Merci à Christelle et à toute son équipe de réalisation. Merci encore une fois aux téléspectateurs. À dimanche prochain.